souvent le football c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois, mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Christophe Drouet. Avec toi, Philou Maoulida, avec Jérôme Roten, avec des scies, on coupe du bois, on fait beaucoup de choses. Avec Thierry Guillou, aussi formateur du FC Lorient. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Il va Bonsoir, tout nous expliquer. Il a sorti un livre en début d'année qui s'appelle Football et formation, une certaine idée du jeu aux éditions L'Harmattan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir nous parler de la formation. C'est vrai qu'on n'en parle pas tout le temps dans cette émission, surtout avec Jérôme et toi Philou. On parle beaucoup d'argent, de Coupe d'Europe, tout ça. Et là, ça fait du bien de remettre un petit peu les bases, le cœur du jeu au centre de cette émission. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des magos, c'est ça? Complètement. On a fait le centre de formation. T'es sur BFM Sport, dans le RMC, groupe ouais. RMC, BFM, tout ça, d'accord. Ouais. T'es plus dans l'ancien groupe. Hein. Ah oui, donc j'avais confondu. Là, c'est une vraie émission de football. Ah oui, d'accord. Là, très tu bien. parles football. Ah, c'est vrai que des fois, t'es un peu largué, mais tu commences à t'y mettre quand même. D'accord. Alors, bienvenue donc, à tous. Parler c'est Thierry. l'after sur RMC, BFM Sport. Laisse parler Thierry, là, il va te parler football. Je suis très heureux d'être parmi vous. Alors Thierry, vous travaillez depuis 2013 au centre de formation du FC Lorient, entraîneur des U19. Et donc vous avez sorti ce livre. Première question toute simple, mais pourquoi venir parler de la formation? Oui, c'est votre métier, mais pourquoi? Parce que vous avez la sensation qu'on parle surtout d'autre chose aujourd'hui et pas forcément de la formation qui est essentielle? Parce que moi j'avais la volonté de structurer ma pensée et ensuite de la faire partager. Donc écrire ce livre, c'était un moyen de partager et notamment de faire ce focus sur la formation. C'est vrai que c'est quelque chose qui reste assez peu médiatique et c'est très bien dans le football, mais ça permet de le mettre un petit peu en lumière. Est-ce que vous pouvez me passer le livre, comme ça je vais le montrer forcément à tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent sur BFM Sport évidemment. Et ça s'appelle Football et formation. Si vous êtes à la radio, tant pis pour vous, allez sur les réseaux sociaux. Ça s'adresse à qui ? Est-ce que ça s'adresse aux autres formateurs, aux dirigeants de clubs peut-être qui ne suivent pas forcément vos conseils, en tout cas qui ne s'intéressent pas forcément à la formation, aux entraîneurs? Alors ça s'adresse déjà à tous les passionnés de football, aux éducateurs certainement un peu plus particulièrement parce qu'il y a quelques aspects techniques, même si ça reste un livre pas vraiment didactique ou analytique, mais il y a quelques éléments techniques, donc aux éducateurs, aux étudiants également qui se penchent un petit peu sur les questions liées au football et à la formation. Alors entraîneur et formateur, c'est pas le même métier, c'est pas la même chose. Non. C'est pas la même chose. Et dans les contenus, parce que je pense que ce qui peut être très efficace au niveau d'une équipe professionnelle n'est pas toujours adapté au développement des jeunes. Donc voilà, au niveau de l'approche pédagogique également, on a un rôle qui est différent puisqu'on doit encore, même si je pense que le joueur professionnel continue à progresser tout au long de son parcours. À 20 ans, on n'est pas un joueur qui a fini de progresser. Donc le joueur continue à se développer, mais c'est sûr que la période de formation est propice à un développement très important. Mais un formateur peut être un très bon entraîneur. Un formateur peut être un très bon entraîneur, effectivement. J'essaye de remonter à la oui, ou pas, exactement. Oui. J'essaie de remonter à la jeunesse de ce bouquin parce que vous avez quoi? Vous avez 32 ans, je crois. 33 ans. Ouais. 33 ans. Et vous avez rêvé de devenir footballeur professionnel? Oui, comme beaucoup de monde. Bienvenue au club. Garçons. Bienvenue au club. À un moment donné, on a senti que ça allait sentir la raclette, donc fallait pas pousser plus loin. Donc vous étiez gardien d'ailleurs. Hein. Exactement. Donc vous vous êtes dit, la marche elle est un peu haute. Je vais faire des études. Vous avez, je crois, un master en management du sport. Oui. Et je vais expliquer ma passion et je vais devenir formateur. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Effectivement, j'ai certainement pas tout bien fait dans mon parcours de formation en tant que joueur, parce qu'à 18 ans que j'ai pas été conservé au centre de formation. Et j'avais certains regrets parce que j'ai pas tout mis en œuvre. Malgré que j'avais une grosse volonté d'y parvenir, j'ai fait des erreurs. Et j'avais envie de transmettre et peut-être permettre à des jeunes garçons d'éviter de commettre les mêmes erreurs. Voilà, j'ai porté une analyse sur mon parcours à moi. Après, je me suis engagé dans les formations d'entraîneurs, dans les formations universitaires, pour transmettre aux plus jeunes. Oui, toi, Philou.
Moi, je tenais d'abord à vous féliciter pour le livre. Merci. Je ne l'ai pas lu entièrement. Je vais être sincère, parce que notre producteur Jérôme Thomas nous l'a envoyé il y a très peu de temps. Voilà, c'est de la faute de Jérôme Thomas. Ça fait un mois que tu l'as dans les mains. On lit bien avec toi, mais voilà, j'ai lu le début et j'avais juste une petite question, c'est que dans le livre, tu dis qu'il y a 3 personnes qui t'ont influencé. Johan Cruyff, Christian Gourcuff et Régis Lebris, si je ne me trompe pas. Oui. Formateur du Stade Rennais. Et Jean-Marc Guillou. Parmi ces personnes-là, laquelle des 3 t'a vraiment le plus influencé? Et pourquoi? Alors certainement parce que j'ai été baigné plus longtemps dedans, c'est Christian Gourcuff. Parce que jeune, j'étais au centre de formation quand lui était entraîneur. Ensuite, j'ai été éducateur quand lui était entraîneur. Et j'ai été spectateur au Moustoir pendant des années quand lui était entraîneur. Et il faut savoir qu'il a eu un rayonnement quand même sur l'ensemble de Lorient. Il a même éduqué les spectateurs qui sont du coup très, très exigeants parce qu'il a vraiment éduqué un certain style de jeu. Et donc dans le temps, c'est certainement Christian Gourcuff qui m'a le plus... Sincèrement, je m'en doutais que tu allais me dire, parce que Christian Gourcuff ressort beaucoup dans le livre. Moi, je l'ai eu en tant qu'entraîneur. C'est lui qui m'a fait venir de Montpellier à Rennes. Et je l'ai eu, c'est un entraîneur que j'apprécie beaucoup, qui prend beaucoup le jeu. Et je sais que dans le livre, c'est le jeu, la philosophie qui est différente. Parce que souvent, ce que j'ai lu, c'est que dans les centres de formation, souvent, on formate un peu les jeunes, tout ça. Alors qu'on ne prône pas assez le jeu, voir tout ça. Et Christian Gourcuff, c'est l'exemple type d'un entraîneur qui prône le jeu, qui aime le jeu, cette philosophie-là, pardon. Et c'est l'entraîneur que j'aime beaucoup. Et il est ressorti beaucoup dans ton livre. Et voilà, je vais finir de le lire. Et après, en tout cas, dans les 5 premières pages que je lis, il est beaucoup tu peux demander. Au moins, je l'ai lu. Jérôme, tu l'as lu? Et oui, pareil que toi, les 5 premiers. C'est pas le débat. En tout cas, Christian Gourcuff fait la préface et c'est pas Pep Guardiola. Donc forcément, Thierry qui est avec nous rend hommage à Christian Gourcuff. Tu t'occupes de quel niveau là? U19. U19, d'accord. Les U19 à Lorient. Football et formation, une certaine idée du jeu. Sur ce livre, on a bien compris que tu voulais nous parler de la formation, parfois des dérives aussi, du formatage des joueurs. Comment va la formation française aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dresser un état des lieux? Oui, en termes de qualité individuelle des joueurs, elle est très performante. Si on prend, je vous entendais parler tout à l'heure de l'équipe de France et des nombreux joueurs de moins de 25 ans qui évoluent dans cette équipe-là, qui sont quand même des joueurs à très fort potentiel. Varane, Umtiti, Lemar, Mbappé et tous ces joueurs-là, c'est quand même des joueurs qui individuellement sont extrêmement performants. Et je pense que c'est une chance en France d'avoir ce réservoir-là. Après, c'est un petit peu le contenu du livre, c'est comment on peut faire émerger à partir de cet talent-là une identité de jeu à une équipe et comment ces joueurs-là peuvent s'inscrire dans un jeu collectif. Et je pense que là, on a une marge de progression à l'échelle de la formation en fait, avec un réel projet de jeu de la formation qui ensuite dépeint sur l'équipe première. Mais pour ça, on a quand même... Donc, grosso modo, c'est un petit peu ce que je vois, c'est que les clubs professionnels ont construit se sont construits sur un modèle économique avec la vente des jeunes joueurs formés au club. Donc ils sont un petit peu prisonniers de ce système-là, c'est-à-dire qu'au bout de 1 ou 2 bonnes saisons, ils sont très vite vendus ou dans un autre gros club français ou à l'étranger. Et ça permet pas... Exemple d'Ousmane Dembélé, par exemple. Par exemple. Et ils sont très nombreux, presque tous les joueurs que je viens de citer auparavant sont concernés. Donc ils n'ont pas le temps d'imprégner en fait l'équipe première de leur passage et d'avoir plusieurs joueurs comme pouvait l'être à l'époque le FC Nantes, 4, 5, 6 joueurs, parce qu'on sait que pour imprégner et pour que le jeu d'une équipe se développe, il faut au moins un noyau de 6-7 joueurs qui se comprennent et qui se connaissent, qui sont depuis leur plus jeune. Et le problème, c'est que le modèle économique est construit de telle manière que ça ne permet pas d'imprégner durablement l'équipe première. Voilà. Et je pense qu'il y a une vraie marge de progression
dans ce domaine. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez senti, là, messieurs, là, les footballeurs à l'INF Clairefontaine ou alors à Montpellier, dans votre formation, que on cherchait l'identité de jeu, parce que c'est vraiment cher à Thierry Guillou qui a signé ce bouquin sur la formation, ou est-ce que finalement on voulait faire de vous des machines à cash, si je peux m'exprimer ainsi? Écoute, moi, pour commencer, déjà, il faut dissocier. Hein. Le Clairefontaine, c'est un centre de préformation, c'est pas un centre de formation. Donc, la préformation dit t'apprends les bases du football. Ce que je veux dire, c'est là, t'as pas un projet de jeu collectif à Clairefontaine. C'est oui, t'as intégré Clairefontaine à 13 ans, je crois. Ouais, on t'apprend les bases et on développe, on essaye de développer et d'améliorer tes points forts déjà, et puis les faiblesses aussi, parce que t'es tous les jours sur le terrain, ça c'est une chance à 13 ans d'être tous les jours sur le terrain avec des éducateurs qui étaient renommés à l'époque, ils le sont encore, hein, certainement, je les connais moins aujourd'hui. Donc c'était une référence, moi à l'époque, Clairefontaine, c'était moi j'ai eu Francisco Filio, mon préformateur, voilà, qui m'a tout appris d'un point de vue bagage technique. Ça, c'était mes 3 premières années à Clairefontaine. Après, quand je suis arrivé au Stade Malherbe de Caen, là, oui, il y avait un projet de jeu. C'était le directeur du centre de formation, c'était Pascal Théo, à l'époque. Pascal avait une idée bien précise de ce qu'il voulait amener collectivement, avec ce 4-4-2 à plat, qui ressemblait un petit peu à ce que Christian Gourcuff faisait. Hein, tu vois, on avait à peu près les mêmes... Il y avait des choses qui variaient, parce qu'il nous en parlait souvent, de la différence avec Christian Gourcuff, tactiquement, dans ce 4-4-2, mais là on était peut-être prisonnier de ce schéma de jeu, si tu veux, tu vois. Souvent on disait, comme on pouvait le dire à Nantes à l'époque, quand tu sors de Nantes, c'est difficile pour les joueurs individuellement d'exister. On l'avait ressenti avec Reynal Pedros, avec Nicolas Wedek, avec Patrice Loco, entre autres, qui étaient des hommes forts. C'est vrai que quand tu sors de cette bulle où tu sais... En fait, Ciodo, pour parler avec tous les mecs qui l'ont eu, même Reynal Denouex, ils anticipaient déjà ce que tu devais faire sur le terrain et tout ça. Alors après... Bien sûr que le football, il y a la sensation sur le terrain, il faut aussi inventer par moment, mais tu es dans une bulle plus ou moins. Et ben Pascal Théo, moi à Caen, c'était un peu ça. Voilà, dans ce rôle milieu gauche, je me souviens, j'étais le 4e milieu à gauche, je devais faire ça défensivement, offensivement, je devais faire tel déplacement pour permettre à mes coéquipiers d'aller mieux. Voilà, je pouvais pas, si tu veux, ce que j'ai connu après dans d'autres clubs, partir, on développe le jeu, si tu veux, complètement désolé, me retrouver de l'autre côté, mais là il devenait complètement fou, Pascal Théo, tu vois. Donc tu es un petit peu prisonnier, mine de rien, mais ça t'apporte quand même des bases et de la confiance dans ce rôle-là. Et donc c'était essentiel. Moi à Caen, la formation, ça a été nickel. Et puis après, moi en plus de ça, j'ai eu la chance de retrouver Pascal Théo après à la tête de l'équipe professionnelle. Donc forcément, on était dans la continuité. Même expérience ou pas, toi, Philou? Oui, je rejoins Jérôme. À Montpellier. À Montpellier, j'étais au centre de formation de Montpellier. J'étais formé à Montpellier avec Monsieur Dinalo et Maman Ouattara, paix à son âme. Et il y avait Jacques Bonnet, directeur du centre de formation, et que je salue. Et pareil, c'est vrai qu'on avait un projet de jeu qui était calé du centre de formation jusqu'au pro, pour qu'on puisse, quand on intègre l'équipe première, avoir à peu près le projet de jeu de l'équipe première. Et c'est vrai que ça manque, moi, à mes yeux, ça manque un petit peu de liberté pour les jeunes. Moi, je pense que, et c'est ce que je pense avoir un petit peu vu sur le livre, c'est que laisser un peu de liberté, c'est ce qui manque un peu dans la formation à la française, c'est laisser un peu de liberté aux jeunes, laisser leur jouer, laisser leur développer leur talent. Parce que des fois, un gamin, comme on a dit, il y a un milieu gauche qui va peut-être dézoner, qui a un talent, qui va dribbler 3-4 joueurs. Non, on va lui dire, voilà, tu rentres intérieur, tu fermes, quand tu as le milieu droite et au bout. Toi, tu es à gauche, tu rentres, tu fermes dans l'axe, tu ci, tu ça. Et ça, malheureusement, voilà, c'est un peu, pas à dire formaté, mais c'est la formation à la française. Ça manque un petit peu de on laisse jouer, un peu chacun comme il veut, surtout quand on est jeune, mais voilà, après ça peut être une force également aussi, parce qu'on on apprend les bases, on apprend aussi beaucoup de choses ça nous sert énormément quand on arrive à... Puis vous aurez le temps de dézonner après. Hein. Non, mais il n'y a pas que ça. Puis après, voilà, c'est pas que ça. Thierry va pas me contredire là-dessus. Je crois que tu as des joueurs, tu es obligé aussi de leur apporter ce côté-là, tu vois, un peu plus strict dans le jeu, parce que, tu vois, on parlait des exemples en équipe de France, c'est simple. Quand tu as un Mbappé,
Mbappé, même si tu veux le bloquer dans un schéma, je peux te dire, ça va être difficile de bloquer parce qu'il est talentueux. Mais un Mbappé, t'en as qu'un. Un Dembélé qui est capable de prendre le ballon, d'éliminer 3-4 joueurs, comme on le voit encore hier avec Barcelone, t'en as qu'un aussi. Ce que je veux dire, tous les joueurs sont pas comme ça. T'as des joueurs qui ont plus besoin de ce côté collectif, d'être assurés, d'être peut-être un peu plus formaté, mis dans une case. Je te prends l'exemple de Thomas Lemar. Même s'il a de la liberté dans le jeu. Mais Thomas, je pense qu'il a besoin, plus que les autres, par exemple de Dembélé ou Mbappé, du collectif. D'être dans ce collectif. Et ça, c'est quand même une force quand tu as des formateurs qui peuvent t'apporter ça. Voilà. Il y a des joueurs qui ont besoin des relations avec les autres pour exister. Ils sont très performants là-dedans. Tout seul, c'est difficile, mais à partir du moment où ils s'inscrivent dans les mouvements collectifs, ils sont très performants. Et cette formation à la française que décrivait toi, Philou, et même Jérôme, est-ce qu'on emprisonne un peu trop nos jeunes joueurs aujourd'hui ? Alors, il ne faut pas faire de généralité, parce que tous les centres de formation ne fonctionnent pas pareil. Oui, on va en parler. On dit formation à la française, mais elle n'est pas une, en fait. Elle est multiple, bien sûr. Elle est multiple. Mais il y a des âges où effectivement, je pense qu'il y a un petit peu trop de restrictions aux joueurs. Et notamment, être capable de leur faire découvrir des nouvelles zones dans le terrain, des nouveaux espaces dans lesquels évoluer pour leur développement et pour leur bagage général. C'est quelque chose d'important. Parce que si on les spécifie trop vite, trop tôt, on en fait des joueurs unifonction, quoi. Alors que plus ils ont une palette large, plus ils deviennent imprévisibles, plus ils peuvent perturber l'adversaire, ce qu'ils peuvent rentrer, ils peuvent déborder, et ils peuvent jouer plus haut, plus bas. Donc faut cultiver cette multitâche, en fait. Thierry Guillou, football et formation, une certaine idée du jeu, c'est aux éditions L'Harmattan. C'est vrai que ça avait fait polémique il y a quelques années, où on parlait, il y avait une spécificité du recrutement, en tout cas à la formation, on formait les joueurs d'une certaine manière, et par exemple les petits, un petit peu à la Lionel Messi, vif, voilà, ça intéressait pas forcément les formateurs. Est-ce que ça c'est toujours d'actualité, ou est-ce que les mentalités ont quand même changé ? Alors ça évolue. Il y a quand même encore toujours une prédominance des qualités athlétiques, et ça se traduit notamment, donc j'en fais écho dans le livre, par rapport aux dates de naissance. C'est quelque chose qui est assez simple à visualiser. On remarque très vite que 60% des joueurs dans les centres de formation sont nés dans le premier trimestre de l'année. Ça ne veut pas dire que les joueurs nés en janvier, février, mars sont meilleurs, mais par contre à Saint-Anna ils sont plus performants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont un petit peu plus développés que des joueurs nés en fin d'année. Ah oui, ils sont plus vieux. Voilà, donc automatiquement ils ont une place plus importante qu'il leur est accordée dans les centres de formation, parce que là encore on est dans une démarche de résultats. Voilà. Pourquoi on est dans une démarche de résultats ? Parce que l'éducateur aussi essaye d'exister, et s'il y a des résultats, son contrat sera plus facilement renouvelé, etc. Donc il a un peu plus facilement recours à ce genre de joueur. Et donc il y a un résultat immédiat, on performe immédiatement, mais c'est des joueurs qui disparaissent arrivés à 19, 20, 21 ans, quand les équilibres morphologiques se sont rétablis avec des joueurs avec une maturité plus tardive. Mince, ma fille est née le 26 décembre, je pense que... T'es né quand, toi C'est un peu moi le 8 juin. Ah ouais, tu vois. C'est un peu le football. Les grands joueurs, c'est janvier, février, mars, 31 mars. Le dernier jour. Ah ouais. Il fallait pas après. Mais contre-exemple, 22 mars. Non, mais toi, tu vas pas jouer au football. Si, je joue au football. Tu as fait des études, et très bien. Oui, bien. j'ai aussi joué au football. Tu as développé ton cerveau d'une autre façon. mais... Justement, en parlant de ça, est-ce que pas de mon cerveau, hein, mais est-ce que la formation, elle est marquée surtout par l'obligation de résultat aujourd'hui, et moins, en tout cas c'est ce que l'on comprend dans le livre, et moins par cette identité de jeu et cette idée du jeu. C'est ce qu'il vient de te dire. Tu t'écoutes pas en fait ce qu'il te raconte. Si. Non, mais parce que si voilà, non, mais alors, moi j'ai compris. Non, mais alors attends, Jérôme. Je vais répondre à sa place. Je sais. Il vient déjà de l'expliquer. Il t'a dit que forcément il y a des obligations de résultat, parce que les obligations de résultat, ça fait que ton contrat il va être renouvelé plus facilement si tu as des résultats. Si tu n'as pas de résultats, si que tu penses juste à développer tes joueurs, à les amener à maturité peut-être dans 2 ou 3 ans, mais à défaut d'avoir des résultats sur une année,
bah, tu risques peut-être au bout d'un moment de te dire, les dirigeants vont te dire, écoute, c'est comme un peu en équipe première, Jérôme, où quand un entraîneur n'a pas les résultats, malheureusement. Ouais, mais voilà. Attends, en équipe première, c'est différent parce que équipe première, il y a une entreprise qui doit fonctionner. Elle fonctionne mais tu sais, moi, ça me fait rire. Comme il a dit Thierry, comme il a très bien dit Thierry, maintenant, c'est vrai qu'il y a certains éducateurs, s'ils n'ont pas de résultats aussi. Oui. Ça va très vite d'un côté comme dans l'autre. C'est que ça va très vite. Ça n'a pas des résultats malgré tout leur travail, malgré tout ça, s'ils n'ont pas des résultats. On est d'accord. À la porte. On est d'accord. Non, mais ça, j'en vois beaucoup des formateurs à la porte par rapport aux résultats. Il faut bien séparer le monde pro et les jeunes. Les jeunes, pour moi. Alors après, je suis pas président de club, encore une fois, donc j'ai peut-être le bon rôle aujourd'hui, mais je trouve ça triste qu'on mette à fond, du moins qu'on pense d'abord aux résultats plutôt qu'à développer un centre de formation et amener des joueurs à maturité, comme tu dis, à 19, 20 ans, pour que ces joueurs-là, peut-être qu'ils feront pas de différence à 18 ans dans leur championnat en U19 par exemple. Et qui feront des différences à 21 ans au niveau professionnel et qui feront gagner l'équipe au niveau pro. C'est quand même plus important pour une équipe professionnelle, pour un club professionnel, de gagner en Ligue 2, en Ligue 1, voire en National, plutôt que de gagner des matchs en U19 et d'être champion U19 et que tu es relégué en Ligue 1. Et la question est pour tout le monde. Est-ce que vous avez senti à un moment donné des présidents de clubs qui ne s'intéressaient pas forcément à la formation ? Est-ce qu'en France, il y a des présidents de clubs qui... Non, je pense que la France du football est orientée dans une voie de la formation, parce que c'est ce qui l'a fait exister. Donc je pense que tous les présidents de clubs sont motivés à l'idée d'avoir un centre de formation performant qui alimente l'équipe première. Le livre, il dit que ça pourrait être encore mieux. C'est-à-dire que faudrait que la formation et le jeu fasse partie d'une politique de club et que ça soit un principe général au club et qui permette au club dans le long terme et donc à l'équipe professionnelle de performer. Voilà. Ils sont tous. Je pense que tous les clubs sont orientés vers la formation. En France, en tout cas, c'est quelque chose. Et on le voit qu'il y a beaucoup de clubs qui investissent dans la formation. Complètement. Et le meilleur exemple, et pour moi, c'est l'un des clubs qui est, pour moi, c'est l'exemple type, c'est l'Olympique Lyonnais. Avec leur formation, ils arrivent toujours à sortir 1, 2, 3 joueurs, 2, 3 talents, toujours à revendre. Et sur ça, un grand coup de chapeau l'Olympique Lyonnais. Donc les clubs en ont conscience. Ok, on a bien compris, mais ils ne le font pas de la bonne manière. Ils le font pas de la même manière. Et en fait, ce processus, il est parasité par de nombreuses choses. Il est parasité par, on l'a dit, l'ultra-compétition. Il est parasité par, des fois, les enjeux financiers chez les très jeunes joueurs. Il est parasité par le carriérisme de certains éducateurs. Et en fait, voilà, tout le monde a la même idée, mais il y a de multiples parasites qui viennent mettre un petit peu de grain de sable dans les rouages. Est-ce que quand on est un grand club français, alors je ne parle pas des clubs qui jouent la moitié de tableau, mais par exemple comme le Paris Saint-Germain, est-ce que quand on est le Paris Saint-Germain, on peut et on a le temps vraiment de s'intéresser à la formation ? Ce qu'on voit en tout cas dans les médias, ça a été érigé au niveau de priorité par le club, et je pense qu'ils ont essayé de mettre des choses en place pour y parvenir. Après, je vois ça de loin, hein. Moi, je suis en Bretagne, mais le contexte parisien semble assez compliqué au niveau des jeunes. Je pense que tout ce que je viens de dire est encore plus exacerbé sur la région parisienne. Mais après, le PSG, ils ont toujours eu un centre de formation qui tournait. Rabiot, Kipembe, exactement. Et puis, il y en a eu avant. Il y en a eu avant. Il y a eu Anelka avant. Puis je peux t'en passer d'autres. Il y en a plein. Il y en a beaucoup, et beaucoup qui ont fini en Ligue 1, qui ont fini en Ligue 2, parce que bon, là, on parle pas que des joueurs. Il faut pas que parler des joueurs qui ont fini en équipe de France ou dans les grands clubs. Il y a aussi des joueurs qui ont été formés, qui jouent en Ligue 2, en National, et il y en a beaucoup qui sortent du Paris Saint-Germain. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est pas la formation, de savoir si elle est bonne, si elle est pas bonne ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont des gens compétents et ils investissent. Ils ont beaucoup investi dans cette formation ces dernières années, encore plus. Mais c'est à savoir si les jeunes peuvent aider l'équipe première. C'est toujours pareil.
Quand tu as un projet, comme le Paris Saint-Germain a un projet depuis quelques années, encore plus depuis quelques années, parce que même à mon époque, c'était pareil. On avait des ambitions très élevées, alors qu'on y arrivait ou pas, on s'en fout, mais les ambitions étaient très élevées. Et c'était très difficile pour un jeune joueur du centre de formation de venir apporter un petit plus à l'équipe première. Alors que quand tu t'appelles Lorient, pour parler de Lorient, ou tu t'appelles Rennes, ou les équipes de Ligue 1, c'est peut-être plus simple façon de parler, d'incorporer des jeunes et de faire confiance à la formation. Ou Lyon. Mais tu sais, toi, tu parlais de Lyon. Grand coup de chapeau, Jean-Michel Aulas, ces dernières années, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a fait cette année ? Qu'est-ce qu'il a fait cette année pour rivaliser avec les meilleures équipes en France et pourquoi pas sur la scène européenne aussi? Il a investi en prenant des jeunes joueurs, mais à l'étranger. Il a quand même sorti renouvelé. Awar, il a une très belle saison. C'est l'un des meilleurs joueurs lyonnais. Il y a toujours des joueurs qui vont ressortir au bout d'un moment. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Il y a un joueur qui sort. Mais sauf que là, regarde le recrutement, il a pris beaucoup de joueurs de l'extérieur et des jeunes joueurs de l'extérieur. Oui, mais l'Ajax, 2 joueurs, du moins qui jouaient à l'Ajax, le petit Ferland Mendy, le petit Marsal de Guingamp, Ndombele, les attaquants, mais il y a toujours un ou deux joueurs lyonnais de la formation qui répond présent et qui joue, mais parce titulaire, que là, qui fait sa saison c'est le fruit de ces dernières années. Mais là, ça a un petit peu changé parce que là, il s'est rendu compte aussi que s'il veut se mettre au niveau. Eh ben oui, si on veut revenir, il y a que Monaco qui peut se permettre de faire ça aujourd'hui. Parce que Monaco, il y a un centre de formation, ils s'en servent. Mais qu'est-ce qu'ils font, Monaco? Ils investissent très cher aussi sur des très bons jeunes à l'étranger. Exactement. Et donc, c'est sûr que ils achètent très cher, mais qu'ils revendent ultra cher. Oui, mais c'est leur politique. Exactement. Mais après, c'est pas forcément vraiment le fruit de la formation. Ce que je veux dire, c'est prendre... Bien sûr qu'il y a un bon centre de formation, attention, c'est pas ce que je veux dire, il y a des bons formateurs, mais ça travaille différemment qu'à Lorient, que dans des clubs qui ont moins de moyens et qui mettent en place une vraie stratégie pour que les jeunes arrivent à éclore au haut niveau. J'ai un exemple vraiment d'une équipe, après c'est la Ligue 2, c'est pas en Ligue 1. Une équipe comme le Nîmes Olympique, Bernard Blacard, pour moi, c'est l'un des noms. Bernard Blacard, pour moi, c'est l'un des meilleurs formateurs. Ils sont en Ligue 1 maintenant. Mais quand on voit quand même qu'il y a 6 à 7 joueurs formés au club titulaire, qui est titulaire de l'équipe, qui est monté en Ligue 1. Et l'année prochaine, peut-être en Ligue 1, il y aura 6 ou 7 joueurs formés au club qui joueront en Ligue 1. Et pour moi, ça, j'appelle de la formation. Et Bernard Blacard, c'est un formateur. Et on ne peut pas me dire le contraire. Thierry Guillou, si on doit retenir une chose, en tout cas si les entraîneurs, formateurs, ceux qui aiment le foot doivent retenir une chose de votre livre, vous avez envie que ce soit quoi? Que ne faut pas sacrifier les exigences esthétiques qu'on peut mettre dans le jeu, et tous les entraîneurs qui sont mentionnés dans le livre n'ont jamais fait ce sacrifice, sont allés au bout de leurs idées, et bien souvent en allant au bout de leurs idées ont connu le succès. Football et formation, une certaine idée du jeu aux éditions L'Harmattan. Thierry Guillou, merci beaucoup d'être venu nous voir dans l'After. Nous on se retrouve. Merci beaucoup. Nous on se retrouve dans quelques instants pour l'After Story et nous allons vous parler d'une finale de Coupe de France 2006 avec 2 protagonistes. Ça tombe bien, ils sont là. C'est peut-être fait exprès. Jérôme Bretagne et toi, Philou Maolida, le Paris Saint-Germain face à Marseille. À tout de suite sur RMC.